BFM Crypto avec Crypto Conseil. Des conseils d'experts pour vos solutions d'investissement en crypto-monnaie. BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, effectivement, à cette heure-ci, on vous parle des cryptos et de leur potentiel pour la suite, tout en vous mettant en garde, bien sûr, puisque les cryptos restent très, très volatiles. Alors, c'est un petit côté l'île aux enfants, à moyenne d'âge 24-25 ans sur ce plateau. Valentin Demey est avec nous pour Cryptos. Bonjour Valentin. Non, je vous dirai pas bonjour Guillaume. Je refuse de démarrer cette émission comme ça cette fois-ci. C'est l'île aux enfants. Casimir, tout ça. Non, mais voilà, moyenne d'âge très très bas. 25 ans, c'est ça, Valentin? Vous êtes plutôt dans la moyenne haute pour le coup. À peine, 24. 24. Vous avez 24 ans. 24 ans, Guillaume. Et vous, quel âge avez-vous déjà? Je ne me rappelle plus. Fois 1,7, quelque chose comme ça. Bref, je vous laisse calculer. Il vient de nous rejoindre également et c'est sa première sur le plateau de BFM Business. Bienvenue à vous. Il représente Okinvest, Artem Signakin. Bonjour Artem. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Vous avez 25 ans, vous, Artem? Moi, j'ai 25 ans. Voilà, un peu plus de maturité, peut-être. Et puis, Laurent Pignot nous accompagne aussi pour Zone Bourse. Bonjour, Laurent. C'est pas lié à l'âge, Guillaume. Oui, bonjour. Bonjour, Laurent. On est content de vous retrouver aussi. Dans un instant, bien sûr, on parlera de l'actualité qui anime ces cryptos. Mais d'abord, peut-être les cours. Est-ce qu'on est un peu déçu, là? On sent en tout cas que les cours du Bitcoin désormais plafonnent. On a touché, il y a quelques semaines, les 30 000. Et puis, depuis, plus grand-chose. Comment voyez-vous la suite d'un point de vue technique, Laurent? Oui, effectivement, un petit peu déçu, mais tout de même, le Bitcoin reprend un peu des couleurs aujourd'hui, autour des 28 200 $, après avoir enregistré effectivement 4 jours de baisse consécutive. Alors, il reste toujours dans cette phase de consolidation depuis fin mars, où le Bitcoin navigue entre sa borne basse autour des 27 000 $ et puis sa borne haute autour des 30 000 $, finalement sans prendre de direction claire et nette. Mais si on prend un petit peu de recul, cette phase de latéralisation n'est pas plus mal pour construire une tendance saine à long terme. Et puis finalement, rappelez-vous, entre fin janvier et début mars, le Bitcoin était resté bloqué pendant 7 semaines entre les 21 500 $ et les 24 500 $ avant de poursuivre son ascension. Donc nous pourrions être un petit peu dans la même phase de digestion et de latéralisation sur le plan technique, même si évidemment les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. En revanche, pour l'instant, le Bitcoin reste toujours très corrélé avec les indices boursiers, tout particulièrement le Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques américaines, avec un coefficient de corrélation sur une échelle de temps hebdomadaire qui reste scotché tout en haut, autour des 0,95, sachant qu'une valeur de 1 correspondrait à une corrélation parfaite, et donc que le Nasdaq et le Bitcoin évolueraient exactement dans le même sens. Mais voilà, on peut le dire qu'à 0,95, c'est tout comme sur une échelle de temps hebdomadaire. Et voilà, concernant les seuils techniques à surveiller, le Bitcoin évolue finalement pas très loin de ce fameux support majeur autour des 27 000 $ qui a repoussé le cours du BTC à plusieurs reprises depuis fin mars. Pour l'instant, ça tient et il faut que ça tienne pour rester dans cette phase de consolidation. Sinon, cela redonnerait évidemment l'avantage aux forces vendeuses. Et puis, dans l'autre sens, il va falloir refranchir les 29 500 $ que le Bitcoin a échoué à traverser fin avril et début mai, avant d'aller chercher idéalement des plus hauts annuels autour des 30 500 $. Et aujourd'hui, donc, Bitcoin qui remonte, le Nasdaq aussi remonte, des chiffres d'inflation qui tendent à ralentir un peu aux États-Unis, même s'ils restent largement au-delà toujours des objectifs de la Fed, mais quand même, les prix à la consommation ralentissent, et ils ralentissent un peu plus qu'attendu, à plus 4,9%. Ça ralentit notamment dans les services, qui est peut-être un bon signal, même si vraiment on insiste dessus, on est encore très très loin des objectifs que se fixe la Fed. Donc, on n'est pas encore tout à fait au bout des resserrements monétaires. En tout cas, pas de baisse de taux à venir à très court terme, manifestement aux États-Unis, tant cette inflation reste malgré tout encore importante. Du côté de l'Ether, comment voyez-vous la suite? Est-ce que l'Ether envoie des signaux plus prometteurs que le Bitcoin d'un point de vue technique en tout cas? Laurent? Eh bien non, effectivement, l'Ether se retrouve un petit peu dans le même schéma que le Bitcoin. Il se retrouve aujourd'hui autour des 1870 $. Et là aussi, comme le Bitcoin, il se retrouve coincé entre deux niveaux importants. Les 1800 $ qui font office de support depuis fin avril. Et puis, au-dessus de lui, dans un premier temps, ça va être d'aller chercher les 1900 $ à très court terme qu'il faudra dépasser pour redonner une dynamique haussière sur l'Ether. Et puis, évidemment, ce sera de retourner sur les plus hauts de l'année, autour des 2130 $. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Voilà, il reste un petit peu dans le même schéma que le Bitcoin. Merci beaucoup Laurent Pignot pour Zone Bourse, nous accompagner en direct le potentiel des cryptos chaque jour, le club BFM Crypto. Il est 16h42, on va évoquer ensemble Valentin l'ensemble des actus et de ces signaux qui continuent, ces signaux de s'ajouter les uns aux autres, d'adoption et peut-être aussi d'adaptation. BNP Paribas en l'occurrence s'associe à Bank of China pour s'ouvrir
au yuan numérique. Exactement, la fameuse monnaie numérique de banque centrale chinoise dont on parle souvent, qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle est souvent liée à peut-être la volonté du pouvoir chinois de contrôler encore davantage la population et de pouvoir cibler encore plus l'utilisation de sa monnaie, avec peut-être même carrément mettre des dates de péremption sur la monnaie à terme, ou en tout cas, ça s'est déjà vu, être capable de flécher l'utilisation de la monnaie, qui peut la dépenser, ou comment et à qui on la distribue. Ce qui est une problématique potentielle pour les personnes qui sont utilisatrices de cette monnaie numérique chinoise. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'était réservé à 10 banques privées chinoises, 10 banques chinoises suffiront pour l'utilisation de cette monnaie numérique de banque centrale. Et désormais, la filiale de BNP Paribas en Chine va pouvoir la proposer avec cet accord que vous venez d'énoncer. Son directeur général local annonce que cette collaboration démontre une fois de plus leur engagement envers le marché chinois et continue d'améliorer les capacités de service client grâce à l'innovation numérique et à contribuer au développement économique de la Chine. On a vu les problèmes que ça pouvait poser. Cela étant, c'est quand même intéressant de voir la volonté de combattre la dominance du dollar sur les marchés financiers, surtout dans un contexte géopolitique qu'on connaît. Ça peut contribuer à cette réussite et on verra un peu dans quelle manière ça s'affranchit de ce dollar. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils veulent vraiment utiliser cette MNBC avec toute la capacité des blockchains, des contrats intelligents et la capacité de s'en servir sur des paiements transfrontaliers grâce à des smart contracts. Intéressant de voir comment ça s'incarnera. Mais effectivement, un nouveau mouvement majeur pour cette MNBC qui est la plus avancée dans le monde. La division chinoise de BNP Paribas, mesdames, messieurs, va donc désormais permettre à ses clients d'utiliser le yuan numérique. Tout ça est en train de se déployer peu à peu, mine de rien. Où est-ce que vous en entendez parler ailleurs qu'ici ? Évidemment, Cryptost, Oakinvest, effectivement aussi. Enfin, voilà, nos experts aussi, The Big Whale qui nous accompagnent régulièrement. Et puis Pauline Armandet, la newsletter BFM Crypto que vous retrouvez chaque lundi à 18h. Mais on est encore peu nombreux à vous parler de tout cela. Et pourtant, c'est le monde de demain qui se bâtit d'ores et déjà. Ce monde de demain, évidemment, il inclut tous les clients, les particuliers. Et vous avez repéré ce chiffre. Les clients de PayPal, Valentin, ont investi près d'1 milliard de dollars en crypto. Ouais, c'est assez impressionnant. On savait ce mouvement de PayPal d'accueillir les actifs numériques depuis quelque temps. Ça avait fait partir à la hausse le marché des actifs numériques il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Mais cette conviction continue de s'incarner et on a effectivement depuis le dépôt 10K auprès de la SEC de PayPal. Les chiffres exacts, c'est près d'1 milliard de dollars qui sont détenus par PayPal pour le compte de clients, 943 millions de dollars pour être très précis, avec une répartition sans surprise parmi la multitude d'actifs qu'on connaît dans l'écosystème et ceux qui sont proposés sur PayPal. Évidemment, il y a déjà un delta, mais c'est Bitcoin en premier, loin devant Ethereum, enfin loin devant quand même, qui est peloton en tête de peloton, oui. Ethereum derrière, et puis derrière, on a des choses peut-être un peu plus exotiques. On a Bitcoin Cash, Litecoin, qui pèse aussi un petit peu, moins de 100 millions d'euros, mais on est quand même autour de 100 millions d'euros. Donc un portefeuille assez diversifié, qui représente de plus en plus de clients. C'est une progression par rapport à l'année dernière à la même période, mais c'est à dénoter avec, ou à nuancer en tout cas, l'augmentation du cours des crypto-monnaies. On a connu particulièrement ces derniers mois avec Bitcoin qui approche des 30 000 dollars là où il était beaucoup plus bas l'année dernière. Donc à nuancer, mais quand même, il y a une progression et le nombre d'utilisateurs est important. 1 milliard donc de dollars qui sont détenus par des clients de PayPal en crypto-monnaie. Effectivement, et je disais à l'instant, il y a peu de médias qui osent parler aujourd'hui de crypto et du Web3. Il y a certains influenceurs également. Alors il y a Owen Simonin qui nous accompagne bien sûr chaque vendredi, Asher, les influenceurs qui voient le cadre de leur activité peu à peu régulé. Hier, le Sénat s'est prononcé. Vers où va-t-on en matière de législation sur les influenceurs en matière de crypto notamment, Valentin ? C'est vrai que c'était l'une des grandes inquiétudes de l'écosystème et c'était plus que les influenceurs qui étaient mis en porte-à-faux, c'était aussi toute l'industrie, car l'industrie avait interdiction de faire de la publicité pour des entreprises qui ne sont pas agréées PSAN. On rappelle que l'agrément PSAN aujourd'hui n'est détenu par aucune entreprise, que c'est un dispositif à 2 étages, l'enregistrement PSAN, l'agrément PSAN, et que l'enregistrement suffit à cadrer, parce qu'il justement protège déjà les consommateurs de la publicité, la partie publicité ou en tout cas promotion sur les réseaux ou ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que dans un premier temps, l'Assemblée nationale avait fait un peu peur à l'écosystème en votant dans la globalité la loi d'influence qui était importante sur l'écosystème crypto et même au global sur l'industrie des influenceurs. Les influenceurs au général. Ouais. Et voilà, et avait fait peut-être un peu rapidement l'impasse sur ce sujet-là. En commission sénatoriale la semaine dernière, ça avait été un petit peu revu de concert avec les rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale et ça a été effectivement conforté hier en séance publique au Sénat hier. Les 2 amendements qui avaient été
proposé par l'écosystème de concert, encore une fois, avec messieurs Vogetta et Delaporte, qui sont les rapporteurs de la loi à l'Assemblée nationale. Vous dites messieurs parce que vous ne connaissez pas leur prénom ou... Stéphane. Non, d'accord. Okay. Et Arthur Delaporte. Vous ne m'aurez pas, mon cher Guillaume. Et effectivement, ça a été confirmé hier, du coup, par le Sénat en plénière, qui vote donc ces deux amendements qui, pour rappel, permettent à l'industrie de faire la publicité auprès des entreprises enregistrées PSAN et qui, pour les entreprises qui ne rentrent pas dans ce champ d'application, par exemple Ledger ou Sorar, donc qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi Pacte et donc des PSAN, de continuer à pouvoir faire de la promotion. Donc ça va dans le bon sens. Oui. Commission mixte paritaire autour du 20 mai. On vient d'avoir la confirmation. On va voir la direction que ça prend, mais en tout cas, de concert avec les deux chambres, ça a l'air de se gentiment peaufiner du côté du secteur. Autour du 20 mai, les choses seront sans doute mieux fixées donc à travers cette commission mixte paritaire. Ça prend la bonne direction en tout cas. Bon, on va suivre tout cela. On parlera dans un instant également de Do Kwon, juste après avoir parlé de l'avenir de la régulation, alors en Europe, mais aussi aux États-Unis. Juste, je voudrais remarquer que vous dites messieurs à propos des sénateurs, alors que vous connaissez leur prénom. Moi, vous m'appelez par mon prénom et jamais monsieur. Vous pourriez. Je ne suis pas sénateur. Âgé pour ça. Non, c'est vrai, je suis pas sénateur. D'accord. Voilà, c'est une question d'âge ou une question de statut. Et quand vous arrêterez de m'embêter, on discutera de ça. Artem, donc Hawk Invest, nous accompagne. C'est sa première sur le plateau de BFM Business. Encore une fois, bienvenue Artem. Monsieur Gensler, Gary Gensler, le patron de la SEC. On va en parler de la SEC. C'est le gendarme des marchés américains et Gary Gensler est le patron de la SEC. Peut-il gagner, Gary Gensler? Il tord le cou à l'écosystème Web3 à coup de décisions très tranchées depuis maintenant quelques semaines et souvent, c'est vrai, défavorables à l'écosystème. Gary Gensler peut-il gagner sa bataille, sa guerre peut-être face au Web3? Vous nous direz ce que vous en pensez. On peut peut-être d'abord commencer par le présenter. Oui, alors c'est une question un peu compliquée parce qu'il n'y a pas de réponse exacte, mais en effet, ce personnage, il occupe l'une des places les plus importantes dans l'écosystème crypto. C'est l'une des personnes qui a le plus de pouvoir aujourd'hui sur le marché, et donc ces décisions sont très surveillées par les différents acteurs, que ce soit à l'étranger ou aux États-Unis directement. Et donc aujourd'hui, il occupe la place du président de la SEC, de cette Securities and Exchange Commission. Mais il faut savoir que ce n'est pas son premier rôle à un poste très important. Il faut savoir qu'auparavant, il était également à la tête de la CFTC, donc l'agence sœur, notre régulateur américain. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc il était également là-dedans avant. Et en 2018, il enseignait les cours sur la blockchain et les crypto-monnaies au MIT. C'est pas vrai. C'est totalement vrai. Et j'ai un autre fun fact pour vous. C'était un prof de crypto, quoi. C'est incroyable. Et j'ai un autre fun fact pour vous. Gary Gensler est arrivé au pouvoir le même jour où Coinbase est entré en bourse. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que je réutiliserai plus tard. Gary Gensler, le patron de la SEC. Donc, intéressant ce petit portrait. Alors, je n'avais pas vu. Vous saviez qu'il était prof en blockchain et crypto en 2018 ? Si vous suiviez un peu plus l'écosystème, vous l'auriez su. Dès 2018. Ah, incroyable. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il va gagner sa... Alors, c'est le terme qu'on a choisi d'utiliser, je ne sais pas s'il est approprié. Est-ce qu'il va gagner sa guerre face à l'écosystème Web3 ? Gary Gensler, la SEC, qui, c'est vrai, est en train de tailler des croupières là, à pas mal d'acteurs crypto aux États-Unis. Alors, avant de parler de l'issue de la guerre, je pense qu'il est utile de parler des batailles qu'il mène, parce qu'il n'a pas encore gagné la guerre, mais il a déjà remporté quelques batailles. Et pour ça, on peut parler, par exemple, des amendes qu'il a infligées aux acteurs crypto en 2021, qui étaient de l'ordre de 560 millions de dollars. Et qui était de l'ordre de 200 millions de dollars en 2022. On peut parler de ces 130 sanctions à l'encontre de l'industrie financière dans l'ensemble, dont 55, donc près de la moitié, étaient destinées aux acteurs des crypto-monnaies. Et enfin, depuis le début de l'année, près de 20% des communications de la SEC portent sur le secteur crypto. Il faut rappeler que le secteur crypto, il évalue un peu plus de 1 trillion de dollars. Ça reste petit, quoi. Ouais. Donc 20%, c'est beaucoup. Ça reste beaucoup par rapport à la taille du secteur, par rapport au secteur financier dans son ensemble. Et on peut se dire que certains secteurs pourraient être épargnés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Puisque dans la DeFi, dans cette fameuse finance décentralisée, nous avons eu Uniswap. Dans les NFT, ces fameux jetons non fongibles que vous abordez souvent, on a eu NBA Top Shot. Ensuite, dans les DAO, les organisations autonomes décentralisées, nous avons eu OokiDAO qui a été ciblé. Nous avons également des influenceurs comme Kim Kardashian, Akon, DJ Khaled, pour ceux qui connaissent. Mais nous avons également des exchanges. Et pour le coup, je ne viens pas avec
uniquement des faits d'avant, je viens également avec des news sur le secteur crypto. Les batailles actuelles de la SEC. Voilà, donc nous avons vu Kraken qui a arrêté de proposer les services de produits de staking, donc d'intérêt passif sur les crypto-monnaies aux utilisateurs américains. Mais on a eu également au mois d'avril l'annonce de Bittrex qui fermait sa filiale américaine. Et donc, il y a 2 jours, Bittrex s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis. Parce que la SEC est venue l'embêter, c'est ça l'idée aussi? Tout à fait. Donc la SEC, bien que Bittrex a annoncé son départ du sol américain, a quand même été chercher l'exchange pour les rattraper par rapport à la proposition des securities, donc des titres non enregistrés sur la plateforme. Tout à l'heure, vous disiez, la SEC est en train de mener et remporter un certain nombre de batailles face à l'écosystème, mais n'a pas encore gagné la guerre. Alors, encore une fois, l'un et l'autre, on est prudent sur ces termes. C'est pas une guerre. L'idée, c'est qu'un régulateur régule. Et la question aujourd'hui, c'est de parvenir à définir chacun des acteurs crypto et chacun des actifs crypto. C'est un monde nouveau. Il est normal que ces questions se posent. Comment est-ce que vous voyez la suite? Par exemple, si la SEC venait à continuer d'enchaîner les victoires ou d'enchaîner les acteurs crypto au sens les tenir, leur tordre le cou, quels seraient les impacts? Comment voyez-vous les choses? Alors, on peut tout à fait qualifier ce terme de guerre, comme on a dit, on peut qualifier ça de croisade, on peut qualifier ça de régulation. En fait, tout dépend de la force qu'on veut octroyer à ce terme. Mais la réalité, c'est la meilleure issue de cette guerre de Gary Gensler, ce serait que ce soit la SEC qui soit appointée pour contrôler les secteurs crypto aux États-Unis. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on parle de la guerre, on parle des batailles, mais il y a encore quelques remparts qui restent avant d'arriver à cet objectif. On a parlé des exchanges tout à l'heure. On a eu un autre exchange qui a été concerné par la SEC, qui a envoyé la Wells Notice, qui est une lettre disant qu'on va vous attaquer en justice à Coinbase. Et Coinbase, aujourd'hui, ça reste l'acteur sur lequel les Américains reposent tout leur espoir. Puisque Coinbase ne s'est pas laissé faire, ils se sont dit, on nous attaque en justice, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ils ont contre-attaqué la SEC en justice en disant que la SEC n'a jamais apporté des précisions claires sur la régulation crypto. Et à l'heure où je vous parle, il reste 4 jours à la SEC pour répondre aux demandes de Coinbase, puisque c'est le tribunal fédéral américain qui l'a décidé. On a parlé du premier rempart, qui est un acteur crypto, mais même au sein de la SEC, on a des gens qui militent pour notre secteur. Et en particulier, on peut parler de Hester Peirce. Il y a un débat au sein de la SEC. Il n'y a pas d'unanimité au sein de la SEC pour réguler un max cet écosystème. Il y a un débat, il y a des discussions. Il y a une voix très forte, celle de Hester Peirce. Donc, c'est une personne qui, depuis 2018, publie sur le blog de la SEC le fait qu'elle n'est pas d'accord. Qu'il ne soit pas d'accord, avec Gary Gensler, que la régulation est trop dure, qu'il faut laisser les acteurs innover et qu'il ne faut pas tuer cette innovation. Oui. Et donc, réguler sans tuer. C'est ce que tente de faire l'Europe aussi. Bon. Tout à fait. Et justement, c'est ce qu'on a vu avec Mika. D'ailleurs, on a vu que les investissements en Europe ont augmenté depuis que Mika a été mis en place, depuis qu'on a eu la clarté. Et le dernier rempart Je précise juste à nos auditeurs qui nous suivent à la radio, Valentin Demey est toujours là, parce que vous ne l'entendez plus, mais il est bien là. Ceux qui nous suivent à la télé ou sur l'application BFM Business pour le constater. Je lui ai laissé tout son temps pour ses actualités. Et donc le dernier rempart dont on parle, c'est la CFTC, l'agence sœur de la SEC, qui voudrait également réguler ce secteur. Mais on a une guerre entre qui distribue les amendes, à qui, comment, et comment est-ce qu'on va qualifier ces crypto-monnaies. Est-ce qu'on va les qualifier de matières premières ou alors des titres? Et pour finir avec tout ça, pour laisser la parole à Valentin ensuite, on a vu que toutes ces actions de la SEC ont fait fuir les acteurs. Et jusqu'à hier, on a vu des exchanges, on a vu des DAO, etc. Mais hier, on a vu les market makers également qui fuyaient les États-Unis. Et je pense qu'il y a une chose importante à noter, c'est qu'il ne faut pas que Gary Gensler oublie que l'innovation est tout aussi importante que la régulation. Bon, et ils en savent un rayon, ils en connaissent un rayon là-dessus aux États-Unis. On verra si la régulation continue de se durcir ou si ça reste une régulation bienveillante là-bas, comme elle semble vouloir l'être en Europe. Et encore, on verra comment Mika se traduit dans les législations nationales désormais. Valentin Demey, toujours avec nous pour Cryptost. Un mot à ajouter éventuellement, Valentin? Je vous laisse le mot de la fin, Guillaume. Il faut qu'on vous attende un petit peu aussi. On a tendance à vous oublier quand vous parlez pas de patates. Qu'il est dur. Oh non, alors ça c'est une référence à l'émission d'hier.
faire et on encourage chacun à la retrouver sur notre replay disponible sur BFM Crypto. Vous vouliez dire un mot quand même, puisqu'on parlait de régulation à l'instant, de Do Kwon, un arnaqueur de l'écosystème, un énorme arnaqueur qui risque très très gros désormais. Ça fait tout pile un an qu'on parlait sur ce plateau, un petit cas de la gorge un peu serrée, de cet effondrement de plusieurs dizaines de milliards de dollars de ce stablecoin qui n'était pas un stablecoin, puisque c'était, rappelez-vous, l'UST qui s'est effondré à 0 $. Bon, eh bien, l'un de ses fondateurs, Do Kwon, pourrait prendre la peine la maximale, la plus historique en Corée du Sud en termes de peine de prison. Ça serait 40 années qui pourraient être demandées de la part du tribunal à l'encontre de Do Kwon. Le sujet, et ça fait le pont avec ce qu'Artem vient d'expliquer très bien, c'est de savoir quelle juridiction va récupérer Do Kwon qui a été arrêté il y a quelques mois. Est-ce que c'est les États-Unis ou est-ce que c'est la Corée du Sud, duquel est issu Do Kwon et sur lequel Terraform Labs, qui était l'entreprise qui en partie hébergeait l'UST et toute la plateforme, récupérera le Do Kwon justement de cet écosystème. Eh bien on ne sait pas, ça penche quand même un peu plus d'après les juristes sur la Corée du Sud qui a plus d'historique, mais quand même justement la SEC a demandé à lancer une action civile contre Do Kwon. On verra, ça devrait arriver dans les toutes prochaines semaines, mais ça serait historiquement, si ça va en Corée du Sud, la plus grosse peine de prison requise contre une personne. 40 ans de prison en Corée du Sud dans le cadre d'un crime financier. Exactement, pour sa responsabilité dans l'effondrement de Terra, effondrement qui avait causé la perte de plus de 40 milliards de dollars de crypto. C'était une très longue nuit. Oui. Do Kwon, c'est un nom qui sonne méchamment dans l'esprit de l'écosystème crypto. Maintenant, oui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci Valentin Demey, Cryptost, avec nous, c'était sa grande première. Donc, Artem Signakin pour Hawk Invest. Merci Artem. Merci, c'est un plaisir. Passez nous voir. On aura donc appris que le patron de la SEC était prof de crypto et de blockchain dès 2018. Alors, je savais même pas qu'il y avait des profs de crypto. Enfin, il y en a maintenant. Il y a quelques écoles qui existent, mais enfin, en 2018, il fallait quand même être précurseur et c'était son cas, en l'occurrence. Merci à tous les deux. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour, les marchés. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site BFM Bourse. On vous propose un article consacré à Casino, notamment sur notre site. Il est disponible d'ores et déjà cet article, puisque Casino recule de 6% aujourd'hui sur les marchés. Abaissement de 2 crans de la note de Casino par Standard & Poor's. Inutile de vous dire que l'Assemblée Générale de Casino qui a lieu aujourd'hui, cette Assemblée Générale est houleuse. Moins 6% Casino, l'article est disponible. Et puis un autre article consacré à une introduction en bourse qui démarre aujourd'hui sur le marché parisien. Une petite société bordelaise. C'est la 3e introduction en bourse depuis le début de l'année à la Bourse de Paris. On y reviendra aussi d'ailleurs après la pause. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.